académique, laïcité, et aussi radicalisation, qui est un autre sujet, même s'il y a des fils à glisser entre les deux. Qu'est-ce que je vais faire avec vous dans le peu de temps dont je dispose? Je vais commencer par faire avec vous un très rapide survol, voyage, près d'un continent que vous connaissez peut-être pas très bien, qui est celui de l'enseignement public. Et puis, je vais vous parler de l'irruption de l'islam sur ce continent. Et enfin, je vous donnerai quelques pistes de dialogue et de manière de travailler ensemble que nous pouvons avoir tous les uns avec les autres. D'abord, quelques mots sur ce continent d'enseignement public. Dans l'Académie d'Aix-Marseille, ça représente à peu près 500 000 élèves et 40 000 enseignants. Ce que je voulais vous dire sur ce continent, qu'on va survoler très, très rapidement, c'est vous dire simplement que ce continent a cru que la religion était un phénomène qui disparaissait. Je vous dis, je ne vais pas casser l'ambiance, excusez-moi, mais c'est ce que vraiment les gens ont cru. Ils l'ont cru. Et beaucoup le croient encore. Et c'est très important que vous compreniez cela. C'est-à-dire que pour une grande partie des enseignants, des chefs d'établissement, mes collègues, la religion de toute façon était destinée à disparaître dans une logique positiviste qui leur faisait croire à sa disparition. On avait, au cours du XXe siècle, l'URSS où les soviétiques donnaient l'impression que la religion avait totalement disparu. Ils l'ont pourchassée pendant 70 ans, et quand ça s'est arrêté, 72 ans exactement, elle est réapparue. Parce que on a eu l'illusion que par des discours, par des pressions, les hommes allaient cesser de croire. Alors, l'Union soviétique, c'est un petit peu un exemple extrême, mais si vous voulez, beaucoup d'enseignants ont cru, d'ailleurs, que 1905 disait cela, ce qu'elle ne dit absolument pas. Et du coup, il y a eu... Alors, je ne vais pas en remettre, je n'ai pas le temps, mais pour vous faire comprendre qu'il y a une confusion fréquente entre laïcité et disparition de la religion qui imprègne tout l'enseignement public. Jusqu'à ce que apparaisse l'islam, qui fait irruption dans l'école publique, à partir d'un événement fondateur que vous connaissez, c'est Creil 89. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que beaucoup vous connaissez cela. Et du coup, ça a été vécu comme un retour de l'obscurantisme au sein de l'école. Brossons un paysage aussi local. On est à Marseille, une ville dans laquelle vous avez plus de 200 000 musulmans. Dans l'enseignement public, j'estime, même s'il n'y a aucun chiffre, que 40% des élèves sont musulmans, peu ou prou, en tout cas, peuvent se réclamer dans leur identité ou par leur famille comme étant de confession musulmane au sein de l'école publique. Donc vous avez déjà un phénomène qui est très puissant, c'est que vous avez des enseignants qui sont persuadés que la religion va disparaître, et en face d'eux, ils ont près de la moitié de leur classe où des enfants croient. Et donc ça crée un phénomène très très particulier de souffrance de la part d'une partie des enseignants. Je vais rentrer dans les détails, mais on pourra, si on avait le temps, débattre de la question de la loi de 2004, bien évidemment, ou de toutes les controverses qu'il y a dans l'actualité autour de cet islam envahissant. Ce n'est pas forcément le lieu, mais peut-être que vous aurez des questions à me poser là-dessus tout à l'heure. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que ce constat que je fais ici réclame que nous, l'éducation nationale, nous ayons d'autres manières de travailler. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps pour détailler, mais je voudrais vous donner quelques petites pistes, pile avec vous, de ce que nous pourrions, de ce que nous pouvons, de ce que nous devons faire, et peut-être de ce que nous devons faire ensemble. D'abord, je vais commencer par la classe. Alors, Anne-Sophie a dit beaucoup de choses. Moi, je vais dire des choses beaucoup plus générales, en prenant deux idées qui me paraissent importantes. La première, c'est l'idée qu'il est devenu indispensable aujourd'hui que dans la classe, les élèves aient l'occasion d'affirmer leurs idées. Que les élèves aient l'occasion d'affirmer leurs idées. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter d'un discours professoral, ou d'un discours moral, ou d'un discours pastoral qui dit aux élèves quelque chose en s'appuyant sur du savoir. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, en grande partie parce qu'aujourd'hui les jeunes ont affaire à d'autres sources de ce qu'ils croient être du savoir, en particulier bien évidemment ce qui se passe sur Internet, et finalement nous ne sommes plus, nous les enseignants, nous les pédagogues, que une de ces sources. Et donc tout ce que nous allons dire va être confronté
à d'autres points de vue, et en particulier des points de vue bien sûr obscurantistes. Donc il est absolument nécessaire que les élèves puissent exprimer leurs idées. Pourquoi c'est devenu nécessaire? Parce qu'autrement, elles se cristallisent en eux, à tel point que, bien évidemment, les jeunes vont s'enfoncer, vont se construire en tant qu'adultes autour de ces idées obscurantistes. Donc il faut qu'ils puissent les exprimer, pour qu'ils puissent les confronter au point de vue et aux arguments de l'enseignant, mais aussi qu'ils puissent se confronter au point de vue d'autres élèves. C'est de cette manière-là que l'individu, finalement, sépare ce qu'il est, ce qui se construit adolescent devenant adulte, de les idées qu'il peut avoir, et parce qu'il va séparer ses idées de ce qu'il est, il va se construire en tant qu'individu responsable. Et là, on est dans le dialogue qu'a très bien décrit tout à l'heure Xavier Manzano. Un dialogue entre lui-même et ses idées, et un dialogue entre l'élève et d'autres points de vue, celui de l'enseignant et celui des élèves. Deuxième fil que je voudrais tirer, toujours en restant dans la classe, nous n'avons que très peu d'espace de discussion autour des croyances. Vous avez la chance, dans l'enseignement privé sous contrat, d'avoir plus d'espace, plus de matière, plus de compétences, et j'y reviendrai tout à l'heure. Chez nous, même s'il est question de l'enseignement du fait religieux, l'enseignement laïque du fait religieux, déjà il y a une sorte de paradoxe dans l'expression, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais on pourra en reparler si vous voulez. Si vous voulez, on dispose de très peu d'espace pour justement permettre ce dialogue. Et je voudrais faire référence à un seul ouvrage que je vous recommande, qui est un livre qui a été écrit par Hichem Abdel Gawad, G-A-W-A-D, qui s'appelle « Les questions que se posent les jeunes sur l'islam ». À l'édition La Boîte à Pandore. J'en fais la pub parce que M. Gawad est un musulman pratiquant qui fut au début de sa vie intégriste et qui est devenu enseignant de religion musulman en Belgique. C'est un Français, hein, mais comme il ne pouvait pas développer son enseignement en France, il est parti enseigner en Belgique. Vous savez qu'en Belgique, un peu comme le système concordataire qui est en Alsace ou en Allemagne, il y a des cours de religion. La particularité par rapport à ce qui peut exister en Alsace, c'est que l'islam fait partie des cours possibles. Donc vous avez quelqu'un qui a fait des études de théologie d'un haut niveau, qui connaît très bien la théologie chrétienne et la théologie musulmane, mais qui affronte, dialogue avec des jeunes musulmans. Et son livre est absolument passionnant à partir des questions. Je vais juste vous prendre un tout petit exemple, juste pour vous appâter, pour augmenter la promotion de son ouvrage. Dans une des questions que posent une de ses élèves, une jeune fille lui dit « Voilà, comment je fais avec la sourate, le verset 34-35 de la sourate 4 qui dit qu'un mari a le droit de battre sa femme ?» Alors je ne vais pas vous détailler sa stratégie pédagogique, mais ce qui est intéressant dans cette question de cette jeune fille, c'est qu'on est aujourd'hui devant des jeunes musulmans qui sont nés en Europe, qui ont été dans une école qui développe les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs humanistes, les valeurs des Lumières, etc., et qui sont confrontés à des éléments d'un discours religieux qui finalement est en totale contradiction avec des valeurs que possède aussi cette jeune fille. Comment elle gère en elle-même à la fois sa croyance, au sein de sa croyance plutôt, cette partie du discours religieux auquel elle croit, avec les valeurs auxquelles elle adhère de son côté. Comment elle gère ce paradoxe? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'école se donne les moyens, y compris l'école publique, d'aider les jeunes, et particulièrement les jeunes musulmans, à travailler ces contradictions au sein d'eux-mêmes qui les amènent à construire leur propre identité. Je n'ai pas le temps de détailler, je voudrais dire très vite, puisque mon point de vue, c'est plutôt un point de vue aujourd'hui de quelqu'un qui mène la stratégie académique autour de la laïcité, sur le fait que nous devons, l'éducation nationale, et nous devons, l'école publique, impérativement nous emparer de ces questions-là. Puisque 40% de nos élèves, la moitié de nos classes presque, sont de confession musulmane, eh bien, nous avons l'obligation morale de ne pas faire comme si on était dans un continent où il n'y a plus aucune religion. Et je voulais dire en conclusion que nous avons, nous, besoin, l'école publique, d'un organisme comme l'ISTR. Voilà, je vous remercie.